Commençons. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au podcast du SECO. Je suis moi-même Alexis Blais. Moi, c'est Marin Gauthier. Marin Gauthier, première apparition au podcast. Apparition. Première apparition, comment ça va? Marin, présente-toi un peu. Tu es étudiant ici à la faculté de musique? Je suis étudiant à la faculté de musique. Est-ce vrai? C'est vrai, je te le confirme. En composition mixte, moi aussi, je découvre la musique contemporaine à travers ce bac. Moi, ça fait 3 ans. Là. Avant ça, j'étudiais en jazz, en guitare jazz, puis je faisais un peu moi-même de la musique francophone pop. Et puis là, est-ce que tu chantes? Écoute, très mal. Non, pas très mal. Ah, c'est bon. Pas très mal, mais bien. Pas très bien. Donc, je chante. Et la réponse? Puis t'es le dernier survivant du programme de musique mixte ici à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Ça semble être ma situation présentement. C'est le dernier. Mais le programme lui-même nous quitte, donc je le représente. Je suis le dernier qui le représente. C'est ça. C'est très, très important ici. On est aujourd'hui accompagné de 2 personnes également très importantes dans le milieu des musiques contemporaines à Montréal. Donc, Héloïse Kromke et Anne Laurence, qui vous êtes respectivement directrice générale et directrice artistique de Code d'accès, ce fameux organisme de diffusion des musiques contemporaines à Montréal pour les artistes émergents. Oui, c'est nous, ça. C'est entre autres nous, c'est entre autres vous aussi. C'est beaucoup de monde. Donc, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup de nous rejoindre en appel. On peut vous présenter un peu davantage. Anne Laurence, compositrice de musique de beaucoup de choses, finalement, là, quand j'ai regardé sur toi. Musique instrumentale, électronique aussi un peu, je pense. Oui. Art installatif. Oui. T'es comme pluridisciplinaire. Là. Oui, exactement. Ouais. T'as une installation qui est présentée bientôt. Oui. C'est ici que poussent les fleurs, n'est-ce pas? Oui, exactement. Yes. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour cette installation-là? C'est moi qui m'occupe un plus de l'environnement sonore. Donc, c'est une installation collaborative avec 2 autres artistes, une artiste en poésie et une artiste en visuel. Okay. Puis moi, je m'occupe de la section sonore. Donc, c'est vraiment une installation où on a mélangé nos 3 pratiques. On travaille un peu avec des matières d'archives. Donc, l'artiste visuel nous a demandé, en fait, des photos de souvenirs qu'on avait. Fait que là, elle s'amusait, en fait, à les déformer avec la lumière, avec les projections, avec de la matière comme du plastique. La poète, elle a comme fait un peu la même chose, mais avec les mots. Donc, elle nous a donné un peu des devoirs de poésie. Puis après, elle est allée comme tout... réarranger ça dans une trame. Puis moi, finalement, j'ai fait un peu la même chose avec le son. Je leur ai demandé des enregistrements. J'ai fait des conversions sonores jusqu'à en faire un paysage. Donc, pour la diffusion, j'ai autant comme des haut-parleurs vraiment de salle. Puis j'ai aussi utilisé des transducteurs pour utiliser comme sur des surfaces parce qu'on voulait aussi que ça soit une installation où le son est spatialisé, puis c'est quand même une manière vraiment facile de faire ça, puis assez économe. Et aussi, c'est qu'on peut l'attacher à des objets ou à des surfaces, ce qui fait que ça peut vraiment comme être attaché justement à des structures où on peut aussi projeter des visuels. Donc, ça, c'est comme multi-purpose. C'est intéressant. Ça sonne super intime comme projet, malgré que ce soit un projet à 3 têtes. À 3 têtes, mais ça sonne tellement intime avec des images de souvenirs, de l'implication, de poésie. Vous avez fait. C'est vraiment cool. Très intéressant. Ça va être présenté où? Est-ce que c'est à partir du 16 mars que c'est présenté? Non, c'est présenté en ce moment jusqu'au 16 mars. D'accord, c'est la date limite, le 16 mars. Mais je ne sais pas si l'épisode va être sorti à ce moment-là, malheureusement. On va redoubler d'efforts. On va redoubler. Oh, oui, en fait, oui, c'est vrai qu'on pourrait le sortir très, très vite, cet épisode-là. Oui, c'est vrai.
Et ça se passe où? C'est à la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies. OK. Donc, c'est un petit peu loin, mais c'est super beau, c'est sur le bord de la rivière. Et c'est la semaine de relâche. Donc, Aucune excuse. Aucune excuse. Aucune excuse. C'est vrai. On a aussi avec nous Héloïse Krumke. Tu fais en ce moment des études. Tu es en maîtrise en management des entreprises en fait, je l'ai terminé, culturelles. ma maîtrise. Tu l'as terminé? Oui, tu l'as terminé quand? Il y a 3 ans. Ah, j'ai des vieilles sources. Aïe, aïe, aïe. Ah, aïe, Seigneur, aïe. Seigneur. Des très vieilles sources. Donc, est-ce que... Ouais. Sur quoi tu faisais ta maîtrise exactement? Puis, est-ce que ça te sert présentement avec l'équipe de Code d'accès? Oui, en fait, ma J'imagine. maîtrise, c'était une maîtrise professionnelle. Donc, c'est la maîtrise en gestion des entreprises culturelles de HEC Montréal. OK, cool. Donc, c'est vraiment une maîtrise de cours, là. Donc, on avait majoritairement des cours en gestion culturelle. Donc, autant en marketing, en management, en économie, en comptabilité. Ça touchait vraiment tous les aspects. En entrepreneuriat, on pouvait vraiment aussi l'adapter à ce qu'on voulait. Puis en fait, j'avais quand même un projet de maîtrise à faire. Puis mon projet de maîtrise, en fait, je l'ai fait sur le financement d'une OBNL qui s'appelle les SMAC, donc les scènes de musique alternative du Québec. Donc c'est un regroupement de salles alternatives au Québec. Donc il regroupe des petites salles comme par exemple le Quai des Brumes, le Haricot, tu sais, des petites salles qui sont aussi des bars, donc qui ont un statut un peu, comment je pourrais dire, un peu... c'est pas un lieu de diffusion, mais c'est aussi un bar, tu sais. C'est comme, il y a comme un mix de tout ça. Donc, il y avait une situation assez particulière. C'est pour ça qu'ils ont créé le réseau Les SMAC. Puis, en fait, c'était quand j'ai commencé à faire mon projet avec eux, ça faisait 3 ans qu'ils existaient. Puis, moi, je leur ai donné des pistes pour aller vers le financement privé parce qu'en fait, ils s'enlignaient seulement sur le financement public. Donc, je leur ai donné des recommandations et tout ça selon leur situation aussi. Très Donc, cool. puis c'est ça, j'ai travaillé un peu en musique à travers depuis ce temps-là. J'ai travaillé en théâtre aussi pour revenir en musique. Donc, Et maintenant, avec Code d'accès dans la musique contemporaine, depuis combien de temps? On l'a dit avant, mais... depuis 1 an et demi environ. Ça fait plus d'1 an et demi. Ça va faire 2 ans cet été là, que je suis chez Code d'accès. Très cool, très cool. Un nouveau monde. Oui, un nouveau monde. Oui, je connaissais pas du tout la musique contemporaine. Donc, Anne-Laurence et tous les artistes avec qui on travaille. Comment est-ce que justement comment est-ce que tu es arrivé à travailler avec les musiques contemporaines? Ça a été quoi ta porte d'accès? Pour vrai, c'était vraiment l'offre d'emploi. Génial. Puis l'organisation, en fait, Code d'accès, on promouvoit les artistes de la relève, mais on est aussi une équipe un peu de la relève. Moi, c'est ma première expérience de direction. Anne-Laurence, c'est sa première expérience de direction artistique aussi. Même sur les gens sous notre CA, c'est des gens qui c'est la première expérience de gouvernance. Donc, on apprend un peu tout ensemble. C'est que le contexte était comme idéal, tu sais, de l'organisation est quand même petite. Donc, c'était vraiment parfait pour apprendre. Puis, quand le CA a fait mon entrevue, tout ça, tout le processus d'embauche, j'étais au courant que c'était ma première expérience. Puis, tout serait une première fois pour moi. Donc, ils ont été super ouverts, ils étaient super motivés. Donc, ils m'ont fait confiance. Ben oui, c'est super. Puis la relève, c'est quand même fou parce qu'on regardait ça, puis en 2025, ça va être le 40e anniversaire de Code d'accès. Mais c'est quoi Code d'accès, là? Vous dites ça depuis tantôt. Aucune idée, c'est quoi? Je n'ai pas cette réponse. Eux, peut-être. Oui. Ah, c'est nous qui répond. OK. Ben oui, c'est notre question. Ça va ressembler à ça. Le Code d'accès, c'est un organisme à but non lucratif qui se consacre à la diffusion d'œuvres des artistes de la relève en musique contemporaine et expérimentale. On est basé à Montréal. Nos candidatures, nos offres d'appel à projet sont ouverts à tous les artistes, toutes les artistes de la province de Québec. Mais c'est sûr qu'en raison de notre lieu, on a surtout des gens de Montréal. Et on fait ça surtout par la production de concerts. Donc, on a un appel à projet une à deux fois par an. Et les artistes peuvent soumettre un projet de concert. Certaines personnes vont soumettre 1 ou 2 pièces. Certaines personnes vont soumettre souvent c'est plus des ensembles, vont soumettre une idée de concert complète. Après ça passe, toutes ces candidatures-là passent par un comité
artistique, qui est un comité qui est aussi formé d'artistes du milieu, souvent de la relève également. Et c'est souvent des artistes qui ont fait partie de la programmation de Code Accès dans le passé. Et on évalue tout ça surtout par rapport à notre mission. Donc, notre mission qui est de promouvoir les artistes de la relève. Donc, on veut pouvoir leur donner une opportunité de professionnalisation. On veut que les œuvres qu'on présente soient des œuvres qui prennent des risques, qui soient innovantes pour le milieu. Puis on veut que ça, évidemment, que ça aide la carrière des artistes qui sont impliqués. Et ça, c'est notre moyen principal, mais on a aussi des partenariats avec d'autres organismes artistiques qui offrent des opportunités pour nos artistes aussi, comme notre partenariat avec le Centre Prime, qui offre une résidence en musique électronique. Et d'année en année, où nos partenariats changent aussi. On a un partenariat avec Sonny Perel-Popolo. À chaque année, ils nous offrent une place dans leur programmation pour qu'on présente de nos artistes. Puis cette année aussi, on a une nouvelle initiative. On a travaillé pas mal pour élargir en fait, l'impact du membrariat. Puis là, ils ont fait la majorité de ce travail-là. Et une des choses aussi qu'on a mis sur pied par rapport au membrariat, c'est une journée de développement professionnel et de réseautage pour les artistes de la relève. Donc, je ne sais pas quand le podcast va sortir. Le plus tôt possible, on va le mettre assez rapidement. Demain, il est sorti. C'est la journée. Il est déjà sorti. La journée, c'est le 30 mars. Cool. Et on va avoir 3 intervenantes qui sont super reconnus du milieu pour venir parler de développement, de direction artistique, production d'événements et administration. Donc, on a Daniel Agnès de Noailles Banda, on a Kiva Stimac de Sonny Perel-Popolo et on a Marie Ayotte du Théâtre Déchaîné. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont vraiment beaucoup d'expérience, qui comprennent vraiment aussi le milieu des musiques contemporaines, plus pour Daniel et Kiva. Donc, tu sais, c'est pas des fois en musique contemporaine, musique expérimentale, on va à des conférences et puis ça s'adresse plus à vraiment musique classique ou musique moderne. Puis ça reflète pas vraiment notre réalité. Donc là, on a vraiment choisi des personnes qui étaient comme au courant de comment ça se passait. On va avoir aussi une activité de réseautage à la fin. Donc, tout ce qu'on demande, en fait, c'est que les personnes qui participent deviennent membres de Code Accès. C'est pas très cher, c'est juste 15$. Puis avec ça, ben, il va y avoir... on a tous les avantages là, chez nos partenaires. On a Mutech, Acusma, Twig. Et évidemment, on a des rabais chez nous pour les concerts, donc des billets à prix réduit. Puis il y a d'autres aussi partenaires, mais c'est ça, j'ai oublié tout le temps. Il y a Boro, je me souviens plus trop. Le Théâtre La Chapelle. En fait, c'est tous des partenaires qui nous permettent d'offrir des rabais, autant sur la location de salles de répétition, sur la location de l'achat d'équipements ou sur des billets de concert. En fait, donner des rabais aux artistes de la relève pour avoir accès à ces ressources-là. Puis aussi, en étant membre de Code d'Accès, c'est possible de siéger sur le CA ou sur le comité artistique, en fait. C'est comme une vaste... On a comme plusieurs avantages. On a d'autres aussi, là. On offre aussi la possibilité de promouvoir les activités des artistes, des membres, en fait, sur notre vu que vous ouvrez ça, comment est-ce que ça marche, le CA de Code d'Accès? Comme c'est combien de fois? Est-ce que c'est une fois par année? Est-ce que c'est plusieurs fois que tous les membres peuvent venir siéger? Oui, c'est ça. En fait, vu qu'on est une OBNL, en fait, on a un CA au-dessus de nous. Puis, en fait, le CA, les personnes qui élisent les membres du CA, du conseil d'administration, c'est les membres. Donc, pour être membre, il faut payer une cotisation de 15 à 20$ par année. Puis, dans le fond, les gens sur le CA sont... pendant l'assemblée, il y a une assemblée générale annuelle à chaque année, donc environ au mois d'octobre. Puis, en fait, c'est pendant l'assemblée que les membres vont se réunir et ils vont voter pour qui va siéger sur le conseil d'administration pour des mandats de 2 ans. Donc, en ce moment, on a 7 administrateurs et administratrices avec différents profils, autant en milieu artistique que dans le milieu plus affaires. Puis dans le fond, comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, c'est ça. Il y a l'assemblée générale annuelle, donc les gens votent
qui va siéger sur le conseil d'administration. Après ça aussi, pendant l'Assemblée générale annuelle, on fait un retour sur l'année qui vient de terminer pour présenter aux membres tout ce qui s'est passé pendant la saison. Puis ensuite, le conseil d'administration, en fait, se rencontre 7 fois par année environ. Des petites rencontres d'environ 1 heure. Puis, ça permet... Le CA, en fait, gère la gouvernance, en fait, c'est nos boss à moi, puis Anne-Laurence, là, littéralement. C'est qui s'assure que nous, on met en place toutes les stratégies, puis toutes les activités pour atteindre nos objectifs, puis continuer à se développer. Puis, donc, c'est vraiment le CA qui s'assure de la pérennité, puis comment je pourrais dire, que la saine gestion de l'organisation. Puis... C'est comme ça, en fait, pour tous les OBNL, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, c'est ça, on est en train aussi de, tu sais, pour les personnes qui s'intéressent, on est vraiment en train d'élargir encore plus, tu sais, nos avantages aux membres. C'est ça, on va développer l'opportunité de promouvoir ces projets dans notre infolettre. On va bientôt offrir ça, vous l'avez en primaire. Je sais pas quand ça va sortir encore. Là. Demain. Mais on va ouvrir un programme d'accompagnement de demande de bourse bientôt. Donc, quand on est membre de Code d'accès, on a le droit à 2 sessions par année d'accompagnement à une demande d'aide de bourse ou conception de projet. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit qui est vraiment en demande, puis qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais que l'aide n'est pas nécessairement présente, mais ça va être un avantage. C'est génial, ça. C'est génial, oui. Dans les prochains mois, là, on va mettre ça en place, puis on va tout l'organiser pour pouvoir l'offrir. Là. Dans le fond, avec le Membariat, on veut vraiment soutenir la relève au niveau plus professionnel, puis gestion de carrière, là, vraiment plus, développement de projet. Puis, vous avez eu un concert aussi dernièrement, dernièrement, je veux dire, comme la semaine passée, n'est-ce pas? Est-ce que, donc, pour faire ces appels de vlog que vous avez dit qui arrivaient une ou 2 fois par année, j'imagine qu'il faut être membre de Code d'accès pour avoir ces appels de vlog, pour pouvoir postuler et tout. C'est bien ça? OK, super. Ouais. Ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux, Marie. C'est tant mieux. Oui. On va être là le 30 alors pour devenir membre de Code d'accès. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est ça, comme vous comblez beaucoup de trous dans les musiques contemporaines à Montréal, beaucoup de vides, notamment là, pour cette initiative-là de fournir de l'aide pour les demandes de bourse. C'est vraiment une très, très bonne idée. Cette journée-là, Code Pro, le 30 mars également, d'essayer de justement d'éduquer plus sur le financement. C'est aussi moins intimidant de devoir être avec vous, avec Code d'accès au BNL, plutôt que demander à grand-papa gouvernement des fonds et de l'aide. C'est vrai. C'est plus accueillant, je trouve. Puis il y a beaucoup de choses que nous, on peut dire par expérience, alors que les agents, ils peuvent juste vous dire qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont supposés dire, tu sais. Puis vous avez des artistes aussi. Vous êtes sur le milieu. Vous avez une autre vision que... Du moins, je m'y connais pas. Je connais pas le gouvernement. Je sais pas. Mais c'est ça. Je sais pas à quel point il y a cette même vision-là que vous avez de la scène. Comment se porte le financement ces années-ci en musique contemporaine? Ça dépend. Pendant la pandémie, il y a comme eu vraiment une grosse aide, fait qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont pu être réalisés, mais c'est en sortant de la pandémie que là, il y a une grosse... pour tous les milieux, pas juste pour la musique contemporaine, mais vraiment des grosses compressions. Ça a été vraiment plus difficile. J'imagine que tout le monde en a entendu parler, mais c'est dû autant au fait qu'il y a eu moins d'argent qui a été injecté et qu'il y a beaucoup plus d'artistes pour une raison que
qui est comme macro, que moi, j'ignore un peu, que il y a vraiment plus d'artistes qui ont appliqué, tu sais, qui soumettent des projets. Fait que ça fait que le pourcentage de projets acceptés a vraiment baissé. Pour les organismes, ça, je m'y connais un peu moins. C'est Lise qui va plus être au courant. Mais Code d'accès, c'est ça, on a comme quand même notre niche et on répond quand même à un besoin qui est tu sais, qu'on est un peu les seuls à répondre dans notre milieu. Fait que ça fait qu'on a... Tu sais, il faut quand même travailler, mais on a quand même... Tu sais, c'est quand même facile de défendre pourquoi est-ce que Code d'accès devrait exister. T'sais. OK. Ouais. Ben oui. On est comme pas mal les seuls qui travaillent avec une petite niche mais qu'on dessert assez bien. Fait que je pense que c'est pour ça qu'année après année, on est soutenu. C'est sûr qu'en ce moment, la situation, c'est que c'est ça. Ils ont diminué... en fait, après la pandémie, on va faire des bonifications pour la relance culturelle. Puis là, pendant ce temps-là, ça allait super bien. C'est pour ça que la relance, après la pandémie, la relance a quand même bien été. Mais là, toutes ces bonifications-là sont terminées. Puis là, on retourne comme un peu la majorité des organisations. Du coup, on retourne à des enveloppes d'avant-pandémie. Fait qu'avant la pandémie, sans compter toutes les... l'augmentation du coût de la vie, juste louer une salle, ça coûte vraiment plus cher. Il y a beaucoup de choses qui coûtent vraiment plus cher. C'est que ça n'a pas pris ça en compte. C'est qu'on retourne à des enveloppes de, par exemple, 2019. Là. Donc, c'est comme un peu... faut comme jongler un peu avec ça. Il y a beaucoup plus d'artistes, oui, mais il y a aussi une diminution du financement puis une répartition du financement qui est un peu étrange. Là. Donc, il y a des fonds qui ont été comme réassignés à d'autres projets moins axés sur la culture puis les arts. Fait que c'est ça, tu sais, le ministère de la Culture puis des Communications a plusieurs mandats, je dirais. Puis, tu sais, le CAL qui est financé un certain pourcentage, mais, tu sais, ce pourcentage-là, il augmente pas, il stagne ou il diminue. Puis ensuite, ben oui, il y a un peu plus d'artistes, mais pourquoi il y a plus d'artistes? Il y a plus d'artistes aussi partout, dans le sens que genre, partout dans le monde, il y a plus d'artistes, il y a plus d'œuvres qui sont créées, qui sont... Comment je pourrais dire, qu'il y a plus de spectacles, il y a une plus grande offre culturelle partout, mais le gouvernement ne nous soutient pas dans cette montée-là, il valorise pas, en fait, cette création-là, puis ça fait en sorte qu'on consomme, par exemple, plus de contenu américain ou plus de contenu de d'autres pays parce que les gouvernements n'embarquent pas dans cette, comment je pourrais dire, cette lancée-là de création soudaine de plusieurs choses, là, donc c'est un peu ça en ce moment l'enjeu. Puis là, c'est ça, nous, mettons, Code d'accès, on retourne à des enveloppes d'avant-pandémie. C'est que là, on est un peu plus réduit. On n'a plus de bureau, on n'a plus de responsable des communications. Donc là, on est vraiment... Parce qu'on voulait pas couper dans tout ce qui est prod, cachet, tout ça. On a augmenté les cachets après la pandémie. Mais là, on voulait pas couper là-dedans. C'est qu'on a coupé un peu plus dans les dépenses administratives. Donc, il y a dû avoir quelques petits ajustements au niveau du financement public. Puis au niveau du financement privé, ben c'est toujours aussi difficile. Il faut que ton événement ou ton organisation rejoigne un grand public. Donc, souvent, c'est difficile d'aller chercher les petits commanditaires. Il faut vraiment travailler fort. C'est un travail qui prend du temps, en fait. Donc, c'est ça. Puis que vous êtes un peu les seuls à faire ouais. cette affaire. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est super intéressant, tout ça. Moi, je me questionnais, justement, vous avez dit que suite à la pandémie, ben, tout redevient un peu plus cher. Juste louer une salle de spectacle, ça s'en vient super cher. J'ai vu que votre dernier spectacle était dans des studios ça semblait être des studios de danse. Studios de danse, hein? Moi, je ne connais pas ce lieu-là. C'était quoi le lieu? Le dernier, c'était dans le White Wall Studio. Fait que White Wall Studio. C'est un studio vraiment qui a plus... C'est vraiment plus des gens de danse qui vont le louer. C'est un super bel espace. C'est pas super adapté pour des shows de musique. Fait que, en fait, c'est mieux... Dans le fond, quand on fait ça, c'est mieux de faire des shows acoustiques. Fait que là, il n'y avait aucun micro. C'était vraiment juste instrumental. Fait que pour ça, c'était bien. Puis après ça, ben, c'est sûr que c'était pour les chaises. Il n'y avait pas assez de chaises. Fait qu'on a dû demander aux gens d'apporter leurs coussins. Et tout le monde était couché dans la salle. Ouais, ce qui était agréable, finalement, parce que la deuxième pièce, c'était une pièce vraiment plus méditative. Puis la compositrice Liberté Anne, elle voulait justement que les gens soient détendus, fait que ça a comme bien à donner, mais c'est ça, ça a été un enjeu. Tout à fait. Puis
ces enjeux-là qui semblent aussi monétaires et tout, ça va demander d'être créatif. Puis justement, cet enjeu-là, cette difficulté-là a mené à ce qu'une pièce méditative, contemplative, ben, le public était couché. Puis ça fait quasiment intentionnel et ça rajoute à l'expérience du public, je trouve, tant qu'à moi. Donc, de ces enjeux-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de devenir plus créatif dans les lieux de diffusion des concerts pour, oui, sauver de l'argent, mais aussi... Proposer des expériences de concerts nouvelles. Est-ce que vous réfléchissez au lieu comme une expérience nouvelle de concert? Justement, on sent dans votre programmation que vous quittez parfois les lieux traditionnels de diffusion des musiques. Oui et non. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui décident si un lieu va être choisi ou non. Puis c'est pas nécessairement 100% pour des raisons artistiques. C'est beaucoup pour des raisons techniques, en fait, parce que souvent, là, tu sais, notre dernier show, c'était seulement acoustique, fait qu'on pouvait faire pratiquement n'importe où, mais tu sais, des fois, il y a des shows où, tu sais, tout le monde, il faut qu'il y ait des micros différents, puis tout le monde, il faut qu'il y ait, tu sais, des petites affaires, puis des ci, puis des ça, puis il faut un projecteur là, un autre projecteur là. Fait que, tu sais, c'est, quand c'est des shows plus compliqués, là, on y va avec, bon, quelle salle qui est capable de répondre à ces besoins-là. Ouais. Puis plus qu'il y a de besoins techniques, souvent, dans notre budget, il y en a juste une, à Montréal, des fois. Fait que c'est plus par rapport à ça. Après, c'est sûr que autant du côté monétaire que du côté aussi public, tu sais, vu qu'on présente des artistes de la relève, on n'a pas, tu sais, un public de 100 personnes tout le temps, tu sais, c'est comme, notre public est souvent en dessous de 100 personnes. Fait que ça sert aussi à rien, tu sais, c'est pas gagnant pour personne de louer une grosse salle, tu sais, de 200, 300 personnes, parce qu'on va pas l'utiliser pour ces raisons-là. Fait que moi, c'est autant une question d'être efficient que de budget, mais aussi que ça soit... Tu sais, je trouve ça le fun aussi qu'on va justement en dehors des grosses salles pour faire découvrir aussi, parce que souvent, les petites salles comme ça, c'est souvent des lieux communautaires. On a fait aussi un show au Studio 303, c'est un studio de danse, mais c'est aussi un environnement super communautaire. Ils ont des cours de plein de choses. Il y a aussi des rabais. Ils sont actifs dans leur communauté. C'est pas juste une salle que tu loues, puis les autres, il y a quelqu'un en arrière qui se fait de l'argent. C'est aussi, tu sais, ils veulent offrir un espace alternatif. Fait qu'en allant vers ces lieux-là, ben, c'est sûr qu'on encourage leurs initiatives aussi. Fait que c'est sûr que c'est comme ça va ensemble. Fait que ça donne bien finalement. Puis c'est ça, d'aller dans des lieux différents. Vous avez fait des shows dans des bars-spectacles aussi, parfois. Je pense, c'est quoi déjà la place qui a passé au feu dans le Vieux-Montréal? Le Café L'Orbite. Oui, le Café L'Orbite. Il y avait un très beau show de vous là. Je suis sûr que ça amène d'autres publics aussi, des gens qui passent par là, qui vont passer la soirée, qui voient qu'il y a un show. Absolument. Toi, Héloïse, tu avais travaillé avec un organisme culturel qui chapeaute... qui chapeaute le Quai des Brumes. C'est quoi déjà le nom de cet organisme? C'est les SMAC, donc les Scènes de musique alternative du Québec. Donc, c'est une association qui regroupe tous les salles indépendantes. Donc, des salles de spectacle, mais qui sont aussi souvent des bars ou des salles locatives. Donc, des salles qui ne sont pas considérées comme un lieu de diffusion à 100%. Ils ont d'autres missions, ils font autre chose, ils ont d'autres... Mais ils sont quand même très, très importants pour la relève musicale, ils produisent plein de shows, ils font des soirées d'humour, ils font plein d'affaires. Donc, c'est des lieux culturels super importants, mais qui reçoivent pas de financement. Là. J'ai vu récemment qu'il allait peut-être avoir des fonds débloqués pour les salles indépendantes. Mais c'est des lieux super importants. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on les encourage, là, ces salles-là. Vraiment. Ils ont leur place, puis ils sont nécessaires parce qu'on c'est pas en étant de la relève ou en commençant sa carrière que tu peux te produire dans des immenses salles. Puis ça fait pas de sens. Bien sûr que non. Puis ce nombre de salles-là descend beaucoup ces dernières années. Oui, mais oui. Les salles indépendantes, il y en a qui ferment, il y en a qui font juste arrêter d'être des salles de spectacle, puis ils sont juste seulement des bars. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que ça va simplement continuer de baisser jusqu'à ce qu'on en ait de moins en moins, puis
presque plus. Est-ce Ouais, qu'il y a, ça va dépendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Est-ce que tu as des... Je sais pas où qu'on s'en Je sais va, pas, mais c'est sûr qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses, tu sais, juste par exemple, le divan orange qui a fermé, je pense que ça a fermé parce que les taxes municipales, ça devenait trop cher, ils pouvaient plus être à l'endroit physique où ils étaient, ça coûtait trop cher pour être là. Pareil pour les catacombes, sinon je pense plus récemment, mettons, la Tulipe, il y a plein au niveau du bruit. Il y a une plus grande salle. Puis après ça, il y en a plein aussi à travers le Québec qui ont d'autres soucis puis d'autres enjeux. C'est que les enjeux, ils varient d'un endroit à l'autre. Puis, mais c'est juste qu'il n'y a pas de reconnaissance du gouvernement à dire oui, c'est des lieux importants au niveau culturel, puis il n'y a pas de loi qui dit c'est important de protéger ces lieux-là, puis de leur donner du financement. Parce que la pinte de bière que tu achètes à 7$, ça va permettre de financer le show, peut-être. Ou l'artiste qui est là, il décide de prendre le chapeau. Là. C'est selon qu'est-ce que le public décide de donner. Ou c'est une salle locative, donc il faut vraiment que l'artiste produise quasiment tout seul, ou que des organisations comme Code d'accès produisent la soirée, le show. Est-ce que tu penses que c'est possible pour quelqu'un aujourd'hui d'ouvrir une salle qui fonctionnerait, par exemple, comme le Quai des Brumes, où c'est gratuit à booker? Puis, parce que des salles comme le Quai des Brumes sont bien implantées, puis ça fait des années, tu sais que... Mais est-ce qu'un entrepreneur, ce serait possible de se partir une salle? Ça serait possible, mais je pense qu'il faut être innovant. Tu sais, mettons, le Quai des Brumes, il est reconnu, là, tu sais, c'est reconnu, ils ont un public, les gens aiment ça aller là. Il y a comme toute une communauté puis une culture autour du Quai des Brumes. Tandis que, mettons, si t'es pour ouvrir un nouveau lieu, je pense qu'il faut vraiment que tu sois créatif puis que tu amènes des nouvelles façons de faire, en fait, pour te démarquer puis avoir quelque chose de différent, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup de petites, mais c'est ça, il faut que ton modèle d'affaires t'ait des revenus assez diversifiés pour t'aider, là. Tu peux pas juste te fier à je vais vendre la bière puis je vais vendre des billets de spectacle. Il faut que ton modèle d'affaires soit un peu plus large là, pour te soutenir là-dedans. Quitte à fonctionner aussi avec des... Je sais qu'il y a certaines salles qui fonctionnent avec des agences externes. C'est que là, c'est l'agence externe qui produit des spectacles dans la salle. Par exemple, je pense qu'à Gatineau, il y a une organisation qui produit des shows dans différents bars. Puis dans le fond, c'est cette organisation-là qui produit, ou cette entreprise-là. Puis en fait, eux, ils arrivent à avoir des financements, vu que c'est comme pas c'est pas la salle en tant que telle, là, mais eux, ils exploitent le lieu. Fait que de plus en plus, il y a ça. On le voit à Québec, il y a une organisation qui fait ça, à Gatineau. Donc, ouais. Okay. Ou, tu sais, par exemple, désolée, vous l'avez blatéré, mais par exemple, à Rimouski, les bains publics, c'est une coop. Puis leur modèle d'affaires est super axé sur le communautaire, sur les jeunes. Fait que ça fait... Puis tout en des nouveautés. Donc, c'est une salle qui est attrayante puis qui arrive justement à avoir des super shows puis tout un bon public. Là. Donc, c'est des salles à aller regarder un peu pour voir qu'est-ce qu'ils font pour... c'est possible. Le bain public, ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Donc, c'est vraiment un bon exemple de salle indépendante. Là. C'est ça. C'est vraiment possible, mais il faut être très bien préparé avec la bonne équipe. Il faut vraiment... C'est ça, ouais. Ce qui est un peu plus difficile aussi en musique contemporaine, c'est justement le public est peut-être moins... Le Quai des Brumes a la chance d'avoir une scène un peu plus populaire. Puis il y a aussi une culture, comme tu l'as si bien dit, là, c'est un lieu quasiment mythique, là, cette place-là. La musique contemporaine a moins cet attrait-là, public mythique. C'est mythique. Ben, tout à fait. Non, tu comprends ce que je veux dire. Le public, comme tu l'as dit, réserver des salles de 200 personnes, c'est difficile à remplir. Fait que vous faites vraiment une job incroyable de fournir des ressources à une musique qui a plus de... Qui a besoin d'un besoin de mains qui les supportent. Tout à fait. Glitch Lab. Hey! Transition efficace et subtile. C'est quoi ça, le Glitch Lab? Je peux parler peut-être de l'origine parce que moi j'étais sur le conseil d'administration quand ça a été créé, puis Élise peut parler de l'édition après parce que c'est plus elle qui a été sur ce dossier-là. Glitch Lab, ça a été c'était en fait une initiative de l'artiste Stéphanie Castonguay qui a été dans
Je sais pas si elle a été présentée plusieurs fois, mais moi, j'ai vu son show à Code d'Accès en 2019. Puis le show qu'elle faisait, c'était de la musique électronique avec des matériaux recyclés. Donc, c'était beaucoup des jouets, des déchets électroniques, des résultats de l'obsolescence programmée. Mhm. Et elle vient de Montréal-Nord et elle avait approché Code d'Accès pour faire un atelier avec les jeunes de sa communauté d'origine. Code d'Accès avait accepté là, d'embarquer dans le projet, puis avait trouvé une subvention de la ville pour ça. Je sais pas c'est quoi exactement la subvention, c'est Elise qui va plus en parler, mais après ça, ça avait eu lieu en 2021, Elise, 2022? Ouais, 22-23. Je pense 22 parce qu'il y a eu une année de gap où il n'y en a pas eu. C'est ça a eu lieu une fois en partenariat avec l'organisme Woodstock de Montréal-Nord. Puis c'est ça, après ça, les Élise vont en parler. Ça a été un peu difficile parce que Woodstock, ils ont complètement changé leur personnel. Puis on n'a pas pu reprendre le partenariat avec eux pour ça. Dans le fond, on profitait d'une subvention de la Ville de Montréal qui s'appelle Médiation culturelle. Puis dans le fond, le critère pour participer à ce programme-là, c'est dans le fond, il faut qu'une organisation culturelle s'allie à un organisme communautaire, puis mettre en place un projet de médiation culturelle. Puis, donc, dans le fond, c'est ça, la première édition, c'était en partenariat avec Woodstock. Puis c'est ça, là, qu'on a voulu renouveler le soutien pour la deuxième année. C'est ça, le premier enjeu, c'est que Woodstock, ils ont changé complètement l'équipe. Puis le projet s'est pas été passé à la personne suivante. Donc, quand on a approché l'équipe à nouveau, quand on a eu la réponse de financement qu'on l'avait, eux, ça leur tentait plus du tout. C'était plus dans leurs orientations, en fait, dans leurs objectifs. Donc, ça faisait complètement du sens. Mais là, on avait la subvention, puis là, on parlait avec la Ville de Montréal, puis on voulait quand même le faire, ce projet-là. À travers ça, on a perdu Stéphanie aussi, qui a décidé de plus se joindre au projet. Fait que là, la Ville a un peu accepté de quand même nous laisser l'argent pour faire le projet, mais avec un nouvel artiste, puis avec une nouvelle organisation. Donc, la deuxième édition a eu lieu dans Saint-Léonard, avec l'organisme BOB Basketball. Donc, c'est un organisme communautaire qui travaille avec les jeunes, qui font un peu comment je pourrais dire? En fait, ils offrent des ateliers, des cours de basketball pour un peu sortir les jeunes de la rue après l'école, pas qu'ils aillent flâner, mais vraiment aller jouer au basket, puis tout ça. Puis le directeur voulait amener un aspect culturel aussi à l'organisation. Ils ont comme développé dans les lieux où qui sont. Ils avaient mis en place un studio d'enregistrement pour pouvoir enregistrer les trucs. Donc, ils voulaient vraiment en profiter. Donc, ça a été une bonne façon d'initier un peu leur projet culturel, musical un peu. Puis pour cette deuxième édition-là, on a travaillé avec Gabrielle Arnois-Boulin. Donc, puis ils ont travaillé avec des cassettes, des enregistrements, puis on fait aussi beaucoup d'écriture. Les jeunes, tu sais, Gabrielle, elle s'est beaucoup adaptée à ce que les jeunes voulaient. Donc, on fait plus de l'écriture, ils ont enregistré les sons. Donc, ils ont vraiment été dans l'expérimentation à ce niveau-là. Donc, puis là, c'est ça, le projet, on l'a pas renouvelé parce que c'est vraiment comme trop dénaturé par rapport à la version originale. C'est sûr que si on a à refaire un projet de médiation culturelle, selon les retours qu'on avait, c'est vraiment de l'orienter plus dans... On va faire un projet de médiation culturelle avec des jeunes, mais vraiment l'orienter sur faire du mentorat auprès des artistes qui donnent les ateliers, par exemple, pour expliquer comment faire des ateliers de médiation culturelle, pas juste demander à un artiste comme ça, sans ressources, de faire un atelier de médiation culturelle. Fait que vraiment accompagner l'artiste à comment construire un atelier, comment interagir avec les jeunes, par exemple, ou tout ça. Donc, si on a à faire un projet de médiation culturelle, ce serait vraiment plus axé sur... retourner un peu à la mission de Code d'Accès qui est d'outiller un peu les artistes, là, puis leur donner comme... C'était une question que je me posais, justement, que dans votre objectif sur... que j'ai lu sur votre site Internet, vous mentionnez que vous apportiez une aide humaine aussi aux artistes, autre que du financement ou de l'aide pour des... Mais quelle sorte d'aide humaine que vous apportez comme ça? C'est le support, en fait, de production. Fait que moi, j'accompagne les artistes du début. Fait que je m'assure qu'ils ont une biographie. Je m'assure qu'ils donnent tous les renseignements qu'ils ont besoin, s'ils ont besoin d'aide pour faire le devis technique. Bon, on passe vraiment à travers
on passe vraiment à travers les étapes de production, tu sais, comme normal, là, comme si tu t'étais avec quelqu'un, avec n'importe quel diffuseur. Sauf que moi, je vais pouvoir, tu sais, comme, moi, je vais vraiment être là pour les artistes qui ont besoin d'aide pour le faire. Puis, c'est ça, ça donne une préparation parce que c'est quand tu sors après, tu sais, de l'école ou quand tu vas être avec un plus grand diffuseur, ben, il faut que tu saches déjà, il n'y a personne qui va t'aider à faire ton devis technique, il faut que tu le fasses, puis si tu le fais pas bien, ben ça va être, c'est toi qui vas passer pour pas professionnel. Donc, c'est de donner plein de passer à travers tout le processus ensemble. Ouais. Puis il y a des gens qui savent déjà comment le faire. Ça dépend, il y a des gens qui ont des besoins vraiment à différents endroits dans leur parcours. Fait que c'est ça, oui. C'est super intéressant. C'est plus à ce niveau-là. Ouais, puis je pense avec le membership qu'on développe aussi, c'est un peu là-dessus aussi qu'on veut développer un peu plus le côté humain de notre soutien aussi. Ouais. Parce qu'une job d'artiste, c'est compositeur, orchestrateur, ci, ça, et aussi entrepreneur en soi. Multiple. C'est multiple. Et des fois, ça devient beaucoup. Fait que vous soyez là pour aider, là. Incroyable. Claude Daxet fête ses 40 ans cette année. Est-ce que vous avez prévu un gros party? On est-tu invité? Et la question. C'est ça, je poursuis l'invitation encore. Non plus. On va faire un projet de revalorisation des archives. C'est quelque chose qu'on voulait faire avec le studio de podcast Virage Sonore. On a fait une demande de subvention pour un projet, on ne l'a pas reçu malheureusement, mais on compte quand même trouver d'autres manières de le faire. Donc ça va être quelque chose sur lequel on va travailler à partir de la saison prochaine. Puis on a eu en fait, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'archives. On en a sur des cachettes VHS, c'est vraiment comme des vieilles affaires. Vieilles affaires. Ben oui. Donc, on pensait justement reprendre certains de ces enregistrements-là d'artistes qui sont passés chez Kodaxet puis qui maintenant sont vraiment des artistes là, super reconnus. Puis on pensait, Kevin Géroné de Virage Sonore avait proposé de remixer, en fait, de remettre à jour là, avec les technologies d'aujourd'hui les enregistrements. Puis après ça, nous autres, on pensait justement inviter en entrevue les artistes parce que vraiment, quand tu regardes les programmations, il y a vraiment des gens qui, tu sais, dans les années 90, ils étaient jeunes, puis là, ben, ils sont plus jeunes, mais ils sont vraiment reconnus. Yes. Donc, c'est super intéressant, en fait. Puis on continue, en fait, à travailler sur des partenariats. On veut, comme, offrir le plus d'opportunités aux artistes possibles. Autant du point de vue diffusion que du point de vue avantage pour les membres. Donc, c'est plus vers ça qu'on est en ce moment. OK. On a un projet similaire au SECO. On a plein d'archives aussi depuis les années 80, des conférences sur tape, sur cassette de genre Parmigiani, puis de plein de monde. Des trucs, c'est ça, on se pose la question comment rendre ça disponible et tout. Fait qu'on est en train de lentement travailler là-dessus, là, mais faire des podcasts avec des entrevues, c'est une très bonne idée pour vrai. On vous la piquera pas, mais c'est une très bonne idée. Ouais. C'est quand votre prochain show de Claude Daxet? Ça s'en vient en mai, je pense. Exactement, c'est le 18 mai, c'est un concert qui s'appelle Sous-jacent et il va y avoir trois sets d'artistes. Donc le premier, c'est une pièce pour électronique, éclairage et voix soprano par Althea Ripoll. Donc c'est aussi avec un petit peu d'éléments théâtraux. Cool. Ensuite, on a une grosse portion là,
de voix soprano encore de la chanteuse qui avait été proposée par la chanteuse Rebecca Gray. Donc, il y a quelques œuvres de répertoire, mais aussi quelques œuvres, des nouvelles œuvres, dont une de ses œuvres, une première aussi de Gabo Champagne. Donc, ça, c'est quand même un gros morceau. C'est un 40-45 minutes. Puis, on va terminer avec une pièce solo pour percussion de Tom Lachance. Ah, très beau show. Vraiment un très beau programme. C'est le 18 mai, tu as dit? 18 mai au Conservatoire de musique de Montréal. Génial, dans la salle multimédia. Jean Valcourt. Dans Jean... Ah, cool. Ah, ouais, dans Jean Valcourt. Oui, Ah, oui, c'est juste à côté, d'accord. Oui, c'est l'autre Black Box à côté. La porte à côté. Bien sûr, j'avais pensé Théâtre Rouge, mais oui, dans le Jean Valcourt. On va s'y voir. On va s'y voir à ce show-là. Et le 30 mars, n'est-ce pas? Ainsi que le 30 mars pour la journée Code Pro. Et voilà. Oui. Absolument. Merci beaucoup, Héloïse et Anne, pour cette entrevue. Merci beaucoup. Oui, merci un grand merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous, cher public. Cher public. En marin, on se revoit tout bientôt. Ben oui.